Bonsoir, merci à tous, à toutes d'être venus pour cette soirée qui reprend le fil donc, de notre programmation. Soirée sur les regards du Grand Paris qui reprend le fil de notre programmation. Pour ceux qui ne sont jamais venus, je vous informe que donc, cette soirée fait partie d'un programme qui s'appelle Images Cité. C'est un lieu de rencontre en fait entre la photographie et l'architecture, architecture prise dans son sens le plus large, donc architecture, ville, paysage, environnement, tout ce qui touche à l'espace construit. Et donc chaque mois, en général tous les deuxièmes mercredis du mois, on convie une ou des photographes à venir discuter à partir de leurs images, parce que c'est ça aussi un point important, c'est vraiment les images qui sont le fil conducteur de ces soirées, à venir discuter avec des intervenants qui viennent de tous les horizons. Voilà. Les soirées passées, parce qu'il y en a de nombreuses, sont consultables sur notre site internet. Donc il sera question ce soir de la commande Les Regards du Grand Paris, dont nous parlera Pascal Beauce, ici présent. C'est une commande qui a sollicité de nombreux photographes, comme il vous le dira, et parmi cette trentaine de photographes qui ont travaillé à cette commande, 4 sont ici. Pascal Beauce, quelques mots sur Pascal Beauce qu'on a déjà invité à, je crois, 2 soirées. Pascal Beauce est responsable de la collection de photographie du Centre national des arts plastiques, le CNAP. Il est critique d'art et commissaire d'exposition. Il est l'auteur de nombreux essais et monographies, co-directeur artistique du festival Hiroshima Art Document, avec Anna Labouze, Kémy Séni et Clément Postek des ateliers Médicis. Il est commissaire de l'exposition de la commande photographique nationale Regard du Grand Paris, donc, dont il sera question ce soir, qui sera présentée, tu nous en parleras Pascal, au magasin Généraux à Pantin en juin 2022. Marion Poussier, juste à côté de lui, est diplômée de l'École nationale supérieure Louis Lumière. Son travail photographique est motivé par le désir d'être au dehors, d'aller au contact de l'autre dans la vie de tous les jours. Elle engage dans son œuvre un dialogue par l'image, sonde les détails des moments particuliers en évitant le spectaculaire. Elle a reçu le prix Lucien et Rodolphe Hervé et le prix de l'Académie des Beaux-Arts. Elle a réalisé aussi une série de films courts pour le Festival de cinéma en plein air du Parc de la Villette. Francis Morandini est diplômé de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, donc au milieu. Francis Morandini travaille une forme de poésie documentaire en abordant la représentation de manière critique. Il relève les traces que l'homme laisse sur le paysage parce qu'elles sont des indices de notre temps et chaque détail a son importance. Une interrogation fondamentale traverse son œuvre: comment poétiser le réel pour augmenter notre présence à la vie. Il réalise également des projets pédagogiques avec différentes institutions afin d'explorer des territoires peu représentés, avec des publics peu familiers, des questions relatives à l'image. Il a entrepris depuis 3 ans un long corpus d'images sur l'île de la Réunion. Annelise Seuss. Outre des études de philosophie, Annelise Seuss est diplômée de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Elle réalise un travail photographique et vidéographique. Elle s'intéresse tout particulièrement aux micro-phénomènes de ritualisation de certains espaces, le plus souvent en périphérie des grands centres urbains, en adoptant une démarche qui peut rappeler celle de l'anthropologie. Elle est par ailleurs maître de conférences associée à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais et chargée de cours au département arts plastiques de Paris 1, la Sorbonne. Et Maxence Riflet. Depuis 20 ans, le travail de Maxence Riflet associe les possibilités de la photographie, de la vidéo et de l'écriture dans un souci de précision documentaire, mais aussi de recherche plastique expérimentale sans que les deux aspects soient antagonistes. Dans son exploration des lieux et territoires, paysages en mutation en Chine, ville de Montreuil, paysages pittoresques en Normandie, il développe une curiosité constante pour les manières d'habiter.
Depuis 2016, il a travaillé à un important projet sur l'architecture carcérale, envisagée comme machine optique, menant une pratique commune avec des prisonniers dans 7 prisons françaises. Il a aussi réalisé de nombreux projets d'expérimentation artistique au sein de structures pédagogiques. Il enseigne à l'école supérieure d'art et médias de Caen-Cherbourg. Ces 4 artistes ont bien sûr exposé leurs travaux dans de nombreux musées, centres d'art, galeries en France et à l'étranger. Je vous invite à voir leurs publications et à consulter leur site internet où vous pourrez découvrir l'ensemble de leur œuvre. Et je passe la parole à Pascal qui nous présentera plus particulièrement cette commande. Merci beaucoup en tout cas à vous 5 d'être là parce que enfin vraiment vous avez tous répondu présent à cette invitation et je vous en remercie vraiment très très chaleureusement. Donc à la fin des présentations, un moment sera réservé pour les questions du public. Oui, merci beaucoup Aude Maté pour cette invitation qui nous est faite à venir parler avec vous ce soir. Et merci à la Cité et à toute l'équipe notamment qui organise et filme cette soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là en cette belle soirée de début d'automne. Dans cette salle qui nous fait toujours grand plaisir de fréquenter, où nous avons beaucoup de souvenirs, de cinéma, et puis grâce au beau cycle de Aude sur la photographie et la ville, dorénavant, et depuis un beau nombre d'années, parler de photographie, d'images dans cette salle. Donc, effectivement, comme Aude vous le disait, nous allons vous parler de travaux en cours qui n'ont pas été exposés jusqu'à présent, qui ont pu être publiés à différentes reprises, de différentes manières. Mais la raison en est simple. Les travaux des 4 artistes présents ici à mes côtés ce soir sont réalisés dans le cadre d'un grand, vaste programme de commandes qui rassemble 2 institutions très complémentaires dans leur mission, qui toutes 2 sont dans l'orbe du ministère de la Culture. Donc, il s'agit des ateliers Médicis qui sont installés à Clichy-Montfermeil, qui font un travail remarquable en grande activité et qui accueillent beaucoup qui est une forme d'hétérotopie qui accompagne beaucoup de gens, de structures, notamment l'école Courtrajmé de Lajli, qui a un grand succès et qui fonctionne très bien et qui forme déjà des jeunes photographes, cinéastes, vidéastes de grands talents auxquels nous nous intéressons beaucoup. Donc les ateliers Médicis, implantés à Clichy-Montfermeil, j'allais dire en préfiguration de l'ouverture de leur grand bâtiment, qui n'est pas encore sorti de terre, mais les ateliers habitent actuellement un beau pavillon, une belle architecture qui a été construite pour développer ces premières années d'activité. Et je vous encourage vivement à suivre leurs activités et aller voir tout ce que ce lieu propose en termes de rencontres avec les artistes, avec des penseurs sur la ville, sur ces sujets qui nous rassemblent ce soir. Et puis donc le Centre national des arts plastiques, au sein duquel je travaille en tant que conservateur des collections photographiques, le CNAP étant l'opérateur en charge de la politique de soutien, d'accompagnement de la création contemporaine et donc photographique notamment, pour ce qui me concerne et ce qui nous rassemble ce soir. Un bon nombre d'entre vous le savent peut-être déjà, mais je me permets de le rappeler. Le CNAP, c'est à la fois une collection, qui est la collection de l'État, qui a été créée en 1791 par les révolutionnaires, avec l'idée de transformer la manière, dans les premiers temps naissants de notre République, la manière de soutenir et d'encourager les talents prometteurs. Je reprends les termes notamment de l'abbé Grégoire, qui a fondé les bases de la pensée du patrimoine dans notre beau pays, un patrimoine partagé, commun, vivant en l'occurrence. Et donc cette collection n'a jamais cessé depuis lors d'acheter, au 19e par exemple lors des salons, d'acheter et de commander des œuvres inédites aux artistes vivants en France.
La collection est internationale, ce qui permet aux artistes de notre scène de fréquenter leurs collègues de tout pays. Elle compte aujourd'hui plus de 105 000 œuvres, ce qui la place, sans faire de classement, mais dans une position très passionnante, non pas seulement par le nombre, mais par la richesse et la diversité des collections. Et puis le CNAP, c'est un établissement qui soutient les artistes et toutes celles et ceux qui les accompagnent, les professionnels de l'art, qui sont nos interlocuteurs avec les artistes. Les critiques, les historiennes de l'art, de la photographie, les chercheuses et chercheurs, les galeries, les éditeurs, et j'en oublierai bien d'autres. Nous avons un éventail d'aides qui s'adresse, je dirais, peut-être pas à tous les besoins, nous continuons à les inventer, les réinventer, mais qui nous permettent, dans la mesure de nos budgets alloués, de soutenir au mieux la création vivante en France. Et dans le cadre de toutes ces activités, l'un de nos axes forts de politique, de soutien, d'accompagnement de la scène artistique et d'enrichissement des collections dans le même temps, c'est de pratiquer la commande. Nous avons une longue pratique à travers le temps de la commande. Bien sûr, nous l'avons réinventé en différents moments et bien sûr particulièrement à partir de 81-82 et de la création du CNAP en 82 qui intégrait à ce moment-là la collection du Fonds national d'art contemporain existante donc depuis 1791. La commande pour la photographie, c'est bien sûr une pratique qui n'appartient pas au CNAP, le CNAP étant l'opérateur national de la commande en matière de photographie, mais il y a bien, vous le savez, bien d'autres instances de commande, et heureusement, la commande, c'est notamment pour les photographes, disais-je, une manière importante de travailler, c'est-à-dire un temps et des moyens donnés sur la base d'un projet en réponse à un appel à projet, à présenter une idée qui, lorsqu'elle est sélectionnée par un comité artistique, permet à ces artistes de développer un projet inédit, nouveau, qui entre à l'issue de ce temps de création dans nos collections. Donc c'est une modalité à côté de l'acquisition directe auprès des artistes ou des galeries, quand les artistes travaillent avec une galerie. C'est une modalité donc d'enrichissement de nos collections très importante à laquelle nous sommes très attachés parce que, évidemment, vous l'entendez, c'est une façon pour nous d'exercer de la plus agréable des manières notre philosophie dans la pratique, c'est-à-dire travailler avec les artistes autour d'elles et eux et les accompagner. Donc c'est un double mouvement, la commande, à la fois de soutien aux artistes et un mouvement patrimonial d'augmenter, d'enrichir nos collections. Et donc en l'occurrence, ce programme Regard du Grand Paris, il a été pensé il y a un peu plus de 5 ans maintenant, 6-7 ans, pour évoquer ces fonds baptismaux. C'est parti d'une envie commune avec les ateliers Médicis de travailler sur ce grand Paris naissant dont l'on nous parle, que l'on évoque à travers des grands programmes de communication, l'annonce de très grands travaux. Et puis nous avions envie d'inviter les photographes de la scène française à travailler sur ce territoire urbanisé, mais peut-être autrement, avec d'autres sujets que ces grandes machines communicationnelles, architecturales, urbanistiques qui se présentaient à nous. C'est-à-dire au plus près de la vie, au plus près de la manière dont les formes de vie humaines et non humaines s'agencent, s'établissent, s'épanouissent sur ce territoire dans lequel un beau nombre de nos concitoyennes et concitoyens vivent. Et puis nous sommes sans doute pas seulement des Parisiennes et des Parisiens, mais en tout cas, je pense que nous avons ça en commun, mais c'est au-delà du Grand Paris, le sujet véritable, c'est comment exercer un regard avec différents langages en photographie sur un territoire en transformation et qui conditionne des manières de vivre, des manières d'établir des relations entre les êtres, de repenser les flux ou au contraire la stase, l'immobilité ou la contemplation à laquelle l'art nous invite. Donc, ce qui est important aussi de vous dire ce soir, de vous annoncer, c'est que nous sommes à mi-temps de ce programme qui va continuer encore jusqu'en 2016.
2026, mais voilà, ça y est, nous sommes en 2021, merci. Et donc, l'année prochaine, en 2022, nous présenterons une première exposition des 5 premières années. Cela représente 35 artistes ou duos ou groupes d'artistes, 35 travaux qui n'attendent que cela, qui sont dans les collections ou qui, pour les derniers, sont en train d'entrer dans nos réserves, et que donc nous allons rassembler aux magasins généraux à Pantin. Et puis partout dans le Grand Paris, de différentes manières, par des affichages dans l'espace public, etc. Donc je vous invite très fortement à nous rejoindre à partir de la fin du printemps au tout début de l'été aux magasins généraux pour voir ces travaux exposés jusqu'à fin octobre de l'année prochaine. Et puis à cette occasion sera publié également un beau livre qui fera, je pense, date et qui rassemblera les travaux et qui les accompagnera par différentes réflexions sur les sujets qui animent les recherches des photographes de ce programme. Voilà, j'ai déjà sans doute trop parlé pour présenter ce programme, et surtout ce qui nous importe, c'est votre présence pour écouter les 4 artistes photographes présents ici à mes côtés. Donc je vous propose 2 temps de parole, 2 tables rondes. Dans un premier temps avec Marion Poussier et Francis Morandini. On va parler, ça a été annoncé par vos biographies, notamment énoncées par Aude, on va parler de manière de pratiquer poétiquement la photographie à la rencontre de personnes habitant des lieux ou les traversant. Et puis dans un deuxième temps, nous parlerons avec Annie Seuss et Maxence Riflet d'autres sujets ou connexes et de différentes formes de visibilité ou d'invisibilité d'activités qui s'établissent aux marges de la cité ou en son cœur, mais qui souffrent de déficit de représentation, peut-on le dire, en tout cas qui trouvent avec vous des modalités de représentation très subtiles qui nous amènent à voir ce que peut-être l'on ignore. Voilà, je crois que c'est... Oui, si vous voulez retourner à la salle, c'est... À tout de suite, à tout à l'heure. J'ai l'impression que je devais vous dire une autre chose, mais mon plan étant uniquement logé quelque part ici, il m'échappe peut-être. Alors on va commencer à parler, et puis ça me reviendra peut-être au début de la seconde table ronde, pour ce qui est des détails de tous ces événements dans lequel se situe cette soirée. Ah oui, j'avais envie de vous dire que cette année, d'ailleurs certains étaient présents, je les ai reconnus dans la salle, cette soirée s'établit en mon esprit et en mon expérience dans le partage de ces travaux dans une suite de tables rondes, de discussions avec des photographes. Donc j'aimerais rappeler simplement que nous avons parlé avec Rebecca Topakian à Arles cet été, et puis cet automne, nous parlerons avec Karim Kal et Aurore Bagari à Paris Photo le 11 novembre, et vous êtes chaleureusement invités et très bienvenus à cette prochaine table ronde qui fera suite à la nôtre. Donc, commençons là. L'idée est vraiment de partager avec vous, comme ces belles soirées organisées par Aude le permettent, de parler avec vous, en votre présence, mais avec vous, de partager des expériences photographiques, des manières de pratiquer la photographie en relation à ces sujets qui nous rassemblent par ces curiosités que nous partageons. Voilà, donc, et j'avais vraiment envie de commencer avec vous, Marion, de parler de cette pratique que vous avez développée, que nous avez proposée pour le travail, d'explorer un lieu dans une sorte d'unité de lieu, qui est le canal de Saint-Denis, en transformation annoncée ou en transformation quotidienne aussi, et d'y aller à la rencontre de différentes personnes qui y passent, qui l'investissent, qui y habitent au sens propre ou symbolique.
comment ça s'est... J'avais envie aussi de, peut-être pour partager ça aussi, comment vient l'idée de répondre à un appel à projet que nous lançons, comment vient l'idée d'avoir envie de participer à ce programme et de proposer ce sujet. Ouais, c'est bien de commencer par le commencement. Je mets la première image, comme ça campe le décor. Donc la genèse du projet, en fait, ce qui m'a... Moi, le Grand Paris, ça me faisait pas trop rêver, enfin même pas du tout. Et en fait, il y a deux trucs qui ont été déclencheurs. C'est la thématique, observer nos distances, qui était quelque chose qui résonnait bien dans ma tête. Et le fait que... habitant Paris depuis longtemps, j'ai commencé à moins en moins photographier là où je vivais, en fait, et ça me manquait. Et voyant l'année venir, j'avais très envie de me réancrer dans la ville où je vivais et donc de la photographier à nouveau, ce que je faisais au tout début quand j'ai commencé la photo. Et j'avais un peu perdu ça et je sentais que ça me manquait et que j'étais plus trop en prise avec là où je vivais. Donc le projet est né comme ça. Et il se trouve que quelques mois avant, c'était le confinement aussi. Et donc pour revenir enfin, je sais pas comment aussi. En fait, le canal Saint-Denis relie le canal de l'Ourcq. Le bassin de la Villette se scinde en deux. Il y a le canal de l'Ourcq qui part d'un côté et le canal Saint-Denis de l'autre côté. Et ça rejoint la section de la Seine qui est située à Saint-Denis. Donc c'est un canal qui fait à peu près 6,6 km. Et moi, quand je suis arrivée à Paris, il y a une vingtaine d'années, j'allais beaucoup sur le canal de l'Ourcq, qui, à l'époque, il y a 20 ans, était vraiment un endroit complètement en friche, avec beaucoup de zones abandonnées. Et 20 ans plus tard, c'est un endroit qui est complètement construit. Le paysage a changé. Il y a les anciens moulins de Pantin ont été rachetés par la BNP, reconstruits. Il y a des immeubles tout le long du canal. La population a changé aussi, bien sûr, puisque donc toutes les populations qui étaient un peu pauvres ont été repoussées un peu plus loin à l'extérieur de Paris. Et donc moi j'habite vraiment au départ du canal de l'Ourcq et de Saint-Denis. Et donc j'ai vu en 10 ans comme ça le canal de l'Ourcq changer à une vitesse vraiment grand V, quoi, devenir voir ce qu'on appelle la gentrification, quoi, mais arriver à une vitesse folle. Et au moment du confinement, je suis allée me promener sur le canal Saint-Denis, que je connaissais très peu, alors qu'il est juste à côté. Et en fait, j'ai eu l'impression de voir le canal de l'Ourcq 10 ans plus tôt, c'est-à-dire de retrouver ces espaces, un mélange d'espaces en friche, de zones industrielles, avec encore une activité un petit peu portuaire, de transport de béton, beaucoup de zones en chantier. Et donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à ce canal Saint-Denis et je me suis rendu compte qu'il y avait les mêmes programmes d'aménagement que ceux qui avaient eu cours sur le canal de l'Ourcq. D'autant plus que l'île Saint-Denis en fait est un des sites prédestinés pour les Jeux Olympiques. Et en fait, l'axe entre Saint-Denis, enfin le canal Saint-Denis en fait est l'axe principal qui va relier le site des Jeux Olympiques à la capitale. Et donc l'intérêt des aménageurs, c'est de rendre le lieu agréable, praticable. Il n'y a pas de périphérique à passer, donc on peut se rendre depuis les JO jusque Paris et inversement en vélo. Mais donc tout ça veut dire beaucoup d'aménagements très rapidement pour rendre cet espace-là convivial. Et donc à l'heure actuelle, c'est un espace un peu entre deux. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger et du coup il y a un mélange de tout ça, il y a un mélange d'anciens, de choses à l'abandon, et il y a beaucoup de neufs, il y a le percement du Grand Paris Express, il y a... alors, donc, sur mes images, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, c'est pas tant le côté architecture, mais c'est plutôt comment les personnes qui vivent déjà dans ces lieux-là, en fait, et qui vont être touchées par les modifications de ces lieux-là, la plupart du temps, on leur demande pas leur avis sur les transformations qui ont cours. Et en me promenant beaucoup sur place, je me suis rendu compte que je recroisais toujours les mêmes personnes
Au début, je me suis dit, je m'attaque à un territoire très grand et je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour rencontrer les gens. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que les mêmes personnes étaient toujours là et avaient toujours un usage assez précis du lieu qui était le leur et qui s'était approprié en fait l'espace à leur manière. Donc il y a des gens qui vivent là. Il y a beaucoup de vieilles maisons écluses qui sont squattées plus ou moins légalement. Il y a beaucoup de gens qui dorment à la rue. Il y a eu des grands campements qui ont été évacués il y a un peu plus d'un an. Et depuis, il y a une présence policière assez importante pour éviter justement que des campements se reforment de manière si vaste. En fait, il y avait un campement, je pense, d'au moins 3000 personnes. Donc, par contre, il y a encore des tentes qui sont là et des personnes exilées qui sont là. Mais dès que les personnes s'installent un petit peu, plus d'une semaine ou 2 semaines, les policiers ont des missions c'est ce qu'ils appellent, parce que je les ai interrogés, ils ont la mission d'évincer les personnes qui voudraient s'installer là pour le bien-être des riverains. Donc il y a pas mal il y a des constructions aussi qui sont adossées aux palissades de chantier, donc c'est pareil, on les laisse s'installer là le temps du chantier, mais on imagine bien qu'une fois que le chantier est terminé, il faudra qu'ils partent. Il y a une grosse activité de graphes en fait, vraiment sur toute la longueur du canal. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent s'exprimer librement sur les murs. Je pense aussi que c'est quelque chose qui disparaîtra, ou en tout cas qui sera beaucoup plus réglementé à l'avenir. Voilà, donc c'est vraiment une pratique régulière de ces lieux, et tout part de la rencontre et de la fréquentation de ces personnes qui les habitent. Ouais, moi ce qui m'intéressait en fait c'était de voir justement comment malgré ce qui est en train de se mettre en place inexorablement, c'est-à-dire une transformation des lieux, il y a déjà des usages qui sont faits et qui sont propres à chacun, et que dans ces endroits en friche, en mouvement, chacun se fraye un peu son passage et sa manière d'investir un lieu et d'être là. Le projet s'appelle On est là, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer les gens dont on ne fait pas grand cas dans ces projets de réaménagement, c'est-à-dire qu'on les met pas à contribution, il n'y a pas des concertations publiques pour savoir de quoi les gens qui habitent déjà là ont besoin. Par contre, on réfléchit à de quoi vont avoir besoin les gens qui vont venir pour un temps très précis et très court au moment des Jeux Olympiques. Donc moi, ça m'intéressait de voir comment justement les gens, avant ces travaux-là, occupent et s'installent dans ces endroits, et sous quelle forme, et sous des formes qui, je pense, disparaîtront, parce que ce que j'ai observé là sur le canal Saint-Denis sont des choses que je ne vois plus sur le canal de l'Ourcq. Par exemple, des gens qui le week-end viennent avec leur voiture sur les berges pour nettoyer leur voiture. Je pense qu'assez rapidement, l'accès ne sera plus autorisé pour les voitures, ou ce genre de choses ne sera plus possible. Installer une tente sur le bord du canal ne sera plus possible non plus. Il y a je vais avancer, je reviendrai en arrière. Ça, c'est une famille rom qui habite dans une des maisons écluses. Elle habitait sur un terrain avant en Seine-Saint-Denis, et ils ont été logés là de manière temporaire. Bien sûr, dès que l'espace va être aménagé, ils seront certainement logés ailleurs en fait. Et voilà. Et en fait, il y a des rituels qui se mettent en place en fait dans ces endroits-là. Par exemple. Ici, donc là c'est Simona, c'est une famille, ils sont plusieurs à vivre dans la maison, et tous les dimanches, Simona elle prend l'eau du canal pour nettoyer son tapis, et tous les matins elle prend aussi l'eau du canal pour nettoyer devant chez eux. Mais après il se passe tout un tas d'autres choses la journée, c'est-à-dire que en été ils mangent dehors, et il y a une espèce en fait il y a quelque chose aussi qui est assez il y a à la fois les gens qui habitent le canal et qui l'utilisent vraiment de manière quotidienne et d'une manière qui leur est propre, et il y a tous les jours un va-et-vient incessant de vélos entre Paris et Saint-Denis.
Et en fait, voilà, des fois, il y a des échanges entre les populations qui habitent et celles qui passent, et parfois non. Mais là, c'est obligatoirement un lieu d'échange parce que, en fait, leur maison est vraiment située sur l'axe de passage. Oui, donc des vies qui se côtoient dans des coulisses invisibles ou qui s'ignorent ou qui se fréquentent Ouais. et qui s'établissent là dans des temporalités très très différentes d'invention de liberté ou d'existence concrètement. Bah, eux concrètement, ils vivent là, donc ils vivent avec l'espace. Et il y a une question que je me pose photographiquement, qui est comment les représenter, comment photographier les gens qui vivent ici et quels usages ils ont des lieux. Et il y a cette idée que tout ce qui est en train de se construire est assez imposant en fait, et écrase un peu la vie qu'on peut essayer d'insuffler dans la ville comme ça, et comment justement comment apparaître quand la ville écrase, ouais, quelque chose comme ça. Il y a en fait, il y a beaucoup de détournements des lieux qui sont faits. Par exemple, au niveau de la première écluse, il y a une grande distance avant d'accéder à un pont qui permet de passer d'une rive à une autre. Et il y a une écluse entre les deux, donc qui n'est pas un lieu de passage. Et en fait, les usagers, les habitants, les gens qui viennent là, qui pratiquent cet endroit-là, on pensait que c'était plus pratique de couper les deux barreaux de la grille de chaque côté, et en fait ils se sont créés eux-mêmes une ouverture et un passage pour traverser d'une rive à l'autre. Il y a aussi des solidarités qui se mettent en place entre les gens, entre eux, quoi. Il y a un homme qui vit sur le canal, alors c'est pas cette image-là, mais il vit sur la même rive, et depuis que je vais là-bas, je le vois tout le temps, et qui n'a vraiment plus rien en fait, et qui régulièrement, Jeanne Sautière, elle a écrit un texte, elle parle d'un homme qui boit, elle dit on boit l'eau du canal, et il y a un homme effectivement qui régulièrement prend l'eau dans le canal avec sa canette pour boire l'eau. Et Amar, qui est sur la rive en face, régulièrement, va lui apporter des bouteilles d'eau. Enfin, il y a une vie propre, en fait, qui existe, mais qui va... fragile. Ouais. Et donc une maison qui s'invente, là, qui se construit. Oui, voilà. Hein. Ici, une maison qui s'invente. Et qui est mise en péril. Qui n'existe plus depuis longtemps maintenant. Ali, je l'ai rencontré sur le canal. C'est presque lui qui m'a interpellée parce qu'il a vu que j'avais un appareil photo. Et il était en train de faire une demande de retour au pays. Enfin, il voulait faire une demande de retour au pays. Et il avait besoin de photos d'identité. Donc, on a commencé à se rencontrer comme ça. Et petit à petit, on s'est revus assez souvent. Et en fait, au départ, effectivement, il avait une tante quechua qui tenait pas très bien. Et puis, au fil des jours, il a comme ça bâti quelque chose d'un peu plus solide. Il s'est protégé sous le pont. Il a installé une grille. Il a amené un matelas, des habits, et il a construit comme ça sa maison sur un mois à peu près. Et puis à un moment, les policiers ont estimé qu'il était trop installé. Justement, l'été arrivait, donc il commençait à y avoir aussi des péniches qui venaient pour passer de la musique et faire la fête. Et donc il y avait comme ça deux mondes qui n'étaient pas, qui se frottaient, quoi, et qui entraient en conflit. Et les policiers lui ont demandé de partir à plusieurs reprises, et puis ont fini par casser sa tente. Et donc c'était assez violent de découvrir un matin la tente cassée. Moi, il n'a pas de téléphone, donc le seul lien qu'on avait, c'était un lien de se voir comme ça, de se parler. Et puis le jour d'après, tout avait disparu. Les services de nettoyage étaient passés, et il ne restait plus que le matelas sous le pont. Donc voilà, j'ai photographié aussi
des policiers, en fait, qui sont là de manière assez différente. C'est-à-dire qu'il y a un centre, il y a un commissariat, enfin, c'est pas vraiment un commissariat, c'est un centre de, je sais pas comment ça s'appelle, de dispersion, en fait. Enfin, les camions sont regroupés là et puis ils partent en mission, qui est juste à l'entrée au départ du canal Saint-Denis. Et en fait, donc leur mission, c'est d'être présent et d'éviter que des campements se forment. Et j'ai repéré que tous les soirs à 19h, ils venaient à 2 ou 3 camions et puis ils passaient là 3/4 d'heure dans leur camion puis ils repartaient. Et ça m'intriguait assez. Et en fait, ils venaient manger, ils venaient pique-niquer sur le bord du canal avant ensuite de partir en mission dans Paris. Donc pratiquer la photographie, et c'est notamment une chose qui vous rassemble tous les deux, c'est fréquenter des lieux et aller à la rencontre des gens qui y vivent et établir une relation et se connaître, se reconnaître et se connaître, et pas simplement prendre une image, mais d'une certaine manière la faire ensemble. C'est-à-dire comment ça s'établit selon les personnes, les relations. Là, on a un très bel exemple que vous venez de nous raconter, d'une forme d'amitié, en tout cas de dialogue. C'est toujours éphémère, quoi, mais en tout cas, oui, c'est ça qui motive au départ et c'était la thématique, quoi, observer nos distances. Pour moi, c'est ça la photographie, quoi. Moi, sur mes images, il y a toujours des gens, en fait, et il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans l'acte de photographie qui correspond à, je ne sais pas si c'est briser une distance, mais en tout cas la réajuster, c'est-à-dire à partir du moment où on va vers l'autre, où on parle avec lui, où on le rencontre, tout se redéfinit, c'est-à-dire la personne que j'avais imaginé être n'est pas du tout celle qu'elle était, et elle m'apporte en retour une autre vision aussi de moi-même, puisque il y a cette idée que l'autre n'est pas ce que je suis, mais du coup, voilà, ça pose des questions en aller-retour, quoi, et ça vient réajuster une pensée qui était construite. La rencontre vient casser tout ça, quoi. Et bon, c'est essentiellement pour ça, oui, que... Oui, c'est très beau et ça nous importe, et c'est l'une des choses qui vous rassemble tous les deux. Vous avez travaillé dans 2 années différentes. D'ailleurs, j'oublie à l'instant, c'était la 2e année pour toi, Francis. Moi, c'était la dernière. La dernière, la 5e année. Alors bien sûr, oui, on le disait, il y a un thème qui est une sorte d'embrayeur, qui est surtout pas une invitation à répondre à un sujet ou à l'illustrer, encore moins, mais dont vous vous saisissez et auquel l'un et l'autre répondez quand vous pensez avoir non pas une réponse à la question, mais une envie de travailler avec. Et donc c'est l'une des choses qui vous rassemble, Francis, et aussi chacun dans vos styles, dans vos langages photographiques bien singuliers, mais cette fréquentation d'un lieu et cette manière de pratiquer la photographie en explorant le lieu, en le pratiquant, en s'y installant, en y installant son atelier photographique. Francis, comment, pour ta part, oui, j'ai commencé à te vous voyez. Excusez-moi, le vouvoiement et le tutoiement sont des sortes de normes. Alors, je vais peut-être vous voyez, Francis, à votre tour. Francis, il y avait une reconnaissance de Sarcelles, oui, et l'envie d'explorer plus avant ce territoire de Sarcelles. En fait, le projet il a commencé en 2016 dans le cadre d'une résidence d'artistes, donc dans un collège. Et à ce moment-là, pendant une année, j'ai pas pu faire de photographie, étant donné que j'animais des ateliers. Et quand j'ai voulu répondre donc à l'appel à candidature, le thème c'était translation vers le même ou vers l'autre. Effectivement, ça m'a quand même guidé, parce que je me suis dit, Sarcelles, c'est quand même le premier grand ensemble qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai voulu
voilà, aller effectivement à la rencontre des habitants à travers aussi le projet pédagogique, à travers la jeunesse, à travers aussi les institutions qui font un travail avec les habitants. On a travaillé notamment avec la maison de quartier, on a fait un projet avec la bibliothèque. Et, voilà, c'était un projet vaste et qui m'a permis aussi quelque part de mieux connaître la ville pendant cette première année où j'ai fait aucune photographie. Et quand j'ai été reçu donc sur ce projet de Sarcelles, j'étais encore en résidence sur une deuxième année. Et du coup, c'est là où j'ai commencé vraiment à fréquenter les lieux que j'avais découverts avec les jeunes des différents quartiers, puisque Sarcelles compose une dizaine de quartiers. Avec voilà, il peut y avoir du rural, de l'architecture extrêmement bétonnée. Et en fait, c'est pas uniquement les bâtiments, mais il peut y avoir aussi beaucoup d'espaces voilà, en friche ou par exemple, moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les jardins ouvriers où j'ai pu aller. Je suis beaucoup retourné aussi sur des endroits, en fait, là, je peux vous passer les 7 premières photographies aussi. Les 7 premières photographies. On peut préciser que votre commande consiste en 7 images. Voilà. C'est les 7 photographies. Donc, les 7 premières photographies, ce sont les 7 photographies que j'ai rendues donc, pour la commande photographique. Parmi, on va dire, des centaines. Le travail s'est échelonné donc, de décembre 2017 jusqu'à octobre 2018. Donc, il y a à peu près une année de prise de vue. Et donc à Sarcelles, j'ai essayé d'enregistrer les différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les différentes variations du temps, des saisons. Donc montrer la durée. Et donc dans le rendu final, ça n'a pas été non plus facile, puisqu'il a essayé j'ai essayé de mettre, on va dire, les différentes saisons, essayer de couvrir aussi quelque part. Le territoire que j'avais fréquenté pendant donc 2 ans et essayer aussi de trouver un rythme et une tension parmi ces 7 photographies. Et c'est vrai qu'au long de cette observation de mois en mois et de saison en saison, dans le corpus produit au sein duquel nous avons convenu pour la collection des 7 œuvres finales, on retrouve certains lieux, mais pas avec un protocole ultra rigoureux qu'on a pu connaître, et à juste titre souvent dans d'autres commandes, mais une manière à chaque fois de l'aborder aussi informée de l'air, de la lumière, oui. de la saison. Oui, oui. Mais c'est vrai que dans le processus de sélection, il y a toutes ces questions-là qui viennent en avant, mais quelque part, j'ai aussi voulu me faire plaisir dedans. C'est-à-dire que là, dans les prés sous la ville, c'est un moment où effectivement où j'étais bien en harmonie quelque part avec le paysage, où c'était un moment on va dire agréable. Et il y a des choses comme ça qui font qu'on a envie aussi de sélectionner ces photographies et qui laissent quelque part une trace à la fois du moment vécu, mais aussi qui témoigne aussi des différentes sections de la ville. Après, effectivement, par rapport à la répétition, j'ai refotographié des motifs, effectivement, même dans la sélection finale. Je me souviens qu'on avait hésité sur... Par exemple, sur cette photographie-là, c'était le chemin. Voilà, quelque part, c'est au mois de juin, et le chemin, je l'avais photographié sous toutes les saisons, étant donné que c'est le chemin qui nous emmène vers le vieux Sarcelles, vers le collège. Ça résonnait pour moi. Mais effectivement, moi, je suis très attentif à la lumière et aux différentes variations, à comment, en fait. Les variations du paysage sont modifiées par la lumière et par aussi par comment, si on ressent le paysage, comment on y est, comment on le pratique, comment on est à l'intérieur.
Et là, donc, c'est le matin. Et effectivement, j'ai photographié plusieurs fois le paysage, mais c'était aussi pour vérifier quelque part des intuitions de travail. C'est pas dans un process et les mettre les unes à la suite des autres pour parler uniquement du temps, mais c'est pour voilà, parce que j'ai besoin de le faire et de les voir après en images et voir qu'est-ce que ça va donner, quoi. Et en mettant en place cette poésie documentaire, est-ce qu'on peut en parler de cette manière de formuler le travail sous l'angle d'une poésie documentaire? Oui, la poésie documentaire, c'est pour moi, c'est quand même la lumière. C'est la présence de la lumière, c'est comment le réel il est modifié aussi par rapport à tout ça, la lumière, l'appréhension, la distance que l'on a ou non avec le sujet en l'occurrence. C'est la poésie, quelque part aussi on la prévoit pas. On la prévoit pas dans le sens où en fait c'est le travail après coup qui fait qu'on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose qui se dégage de particulier, que quelque part justement on n'avait pas prévu, quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui fait que on se dit tiens, on pensait capturer quelque chose, mais finalement on voit autre chose. Elle se situe peut-être dans cet espace-là, la poésie documentaire. J'appelle ça poésie avant la documentaire. Je le mets en avant parce que voilà, l'appareil photographique, donc ça capte forcément, ça donne des traces de quelque chose, enfin un enregistrement de fait. Mais c'est comment essayer de travailler avec ça, quoi. Comment essayer de soulever les choses, donner une impulsion, donner une tension. Et donc, moi, je sais que je suis très attentif à cette question de la lumière. Et en l'occurrence, avec cette image qui est projetée... Cette image, je sais que dans la sélection donc, des 7 images, je voulais une figure humaine. Donc là, c'est pas forcément pris à Sarcelles, c'est dans le cadre d'un autre atelier, mais ce qui m'intéressait dedans, c'est l'arrière-plan aussi, c'est bien évidemment la figure de la jeune fille, c'est le fait qu'elle tienne le stylo bic et qu'elle écrit dans le moment réel. On avait dit écrire un poème sur le tronc d'un arbre, mais c'est la métaphore de l'arrière-plan aussi, c'est l'arrière-plan avec la forêt, c'est tout un potentiel, toute une ouverture vers un nouvel horizon, quelque part. Donc métaphoriquement, ça me parlait de mettre cette photographie dans le corpus d'images, parce que parmi les 7 photographies rendues, c'est important pour moi d'avoir une variété quelque part de sujets, une variété que ce soit, moi j'appelle ça souvent un ensemble en fait, un ensemble d'images et non une série. Et voir comment les images donc se répondent ou non, ou comment ça vient se compléter. Après, donc là on arrive sur les 7 photographies qu'on a rendues de la commande, et suite à cette proposition, je me suis dit que je pourrais agrémenter donc l'intervention avec d'autres photographies, comme je vous disais, qui ont été faites durant presque une année de pratique photographique. Donc là, il y a la maquette du grand ensemble faite par La Bourdette. Et du coup, c'est essayer aussi de rentrer avec les habitants. Enfin, je me dis, c'est aussi se donner pas forcément une légitimité de photographier, mais c'est une manière de comprendre, on va dire, l'espace aussi, de voir comment les choses s'agencent. Ici, dans cette image, c'est le pendant quelque part de l'image qui a été sélectionnée pour la commande, avec un aspect avec la pluie, etc., une autre dimension. Et sans démonstrativité, puisque c'est notamment dans le cadre de cette soirée ce qui nous rassemble en termes de sujet de curiosité, de connaissances, de production de connaissances par la pratique photographique, une définition, une redéfinition, ou en tout cas une manière de montrer la diversité des espaces qui construisent
ce vaste territoire que l'on a tendance à réduire de la construction, à des réseaux de circulation, à du béton. Et donc là, on est, pour le dire vite, dans un cadre que les géographes appellent aujourd'hui pas tout à fait la rurbanité, mais on voit des champs dans ce travail, on voit des forêts, et l'entrecroisement du construit. J'ai oublié d'ailleurs de le dire, c'est que en fait c'est ce qui m'a beaucoup guidé, c'est la terre maraîchère. C'est que Sarcelles en fait avant, c'était les légumes qu'on emmenait pour vendre aux halles. Et effectivement, ça m'a beaucoup guidé dans mon travail, ce rapport au végétal et aux différentes formes de vie. Et comment elles viennent cohabiter justement avec les arrière-plans, parce que je travaille beaucoup aussi à construire mes photographies selon différents plans. D'une certaine manière, dans toutes ces images, la ville est en arrière-plan. Elle est informée par forme de vie végétale et du jeu des jeunes gens, et là l'acte photographique, même par cette jeune personne allongée sur la neige. Et donc, j'ai le sentiment, les revoyant ce soir, que l'une des choses qui rassemble toutes ces images produites dans le cadre de la commande, c'est que la ville est là, elle conditionne ses vies, mais elle est mise en arrière-plan dans la construction de l'image. C'est aussi, dans Sarcelles, c'est aussi un endroit très particulier. C'est Chantraine. C'est le passage entre le Grand Ensemble et le Vieux Sarcelles. C'est un espace de transition entre deux et qui est encore en mutation. Ici, justement, à côté de Chantraine, il y a justement encore ces cabanes où il y a les jardins partagés, où les gens continuent à travailler et à produire des légumes. Et des chemins, on voyait une ligne de désir tout à l'heure, ce que les urbanistes ou les sociologues de l'espace appellent des lignes de désir, c'est-à-dire des chemins qui sont inventés par les pratiquants de l'espace sans se soumettre aux canaux officiels, aux routes. Et c'est aussi, par rapport à ta question précédente, c'est peut-être aussi une manière de montrer un autre, peut-être, mais pas de manière, c'est jamais de manière frontale, mais c'est une manière de montrer un autre point de vue de ce qu'on pourrait peut-être imaginer de Sarcelles. Et là, dans cette photographie, c'est une maison, donc effectivement, ça suit aussi le process de démolition. Là. Dans cette photographie, j'y suis retourné plusieurs fois et voilà, c'est le côtoiement entre deux habitats. Là, ça vient quelque part aussi documenter le travail avec la responsable de la maison du patrimoine qui nous faisait une visite avec des anciens documents entre les premiers temps après la construction du Grand Ensemble et actuellement. Les pierres, avec effectivement à l'arrière-plan, les bâtiments, là, le végétal qui reprend le dessus avec une excroissance avec l'arrivée du printemps. Ici, c'est la version du printemps du jardin qu'on a sélectionné pour la commande qui était plutôt hivernale. Et on avait aussi hésité, mais... On n'a pas évoqué et c'est très important, les choix de mise en forme, les dimensions. Oui, pour ma part, moi, c'est des tirages donc encadrés qui sont montés sur aluminium et qui sont plutôt de grand format. Tu peux nous préciser les 95 dimensions. Sur 125 cm à peu près. Et Marion c'est pas encore défini. On y travaille. Très bien, peut-être qu'on peut poursuivre la discussion avec vos deux collègues et on se reparlera très certainement, nous le souhaitons, dans un troisième temps. Mais voilà, invitons
Annie Seuss et Maxence Riflet à vous succéder. Et puis, s'il vous plaît, revenez tout à l'heure pour que tous les 5, nous continuions à parler avec vous et nous vous en remercions qui nous écoutez. Et donc, avec vous deux, on va aborder d'autres modalités de représentation des êtres humains dans des moments, je le disais en introduction, pas forcément représentés ou pas, qui échappent à la représentation ou qui résistent même pour des questions de rapport à l'exercice d'une activité, qu'elle se situe dans des marges de l'égalité ou au contraire qu'elle se situe dans le monde du travail avec vous, Maxence. Et voilà, Anise, le sujet et la manière de travailler, les bifins, et puis alors la manière de travailler dont on reparlait tout récemment lors d'une visite d'atelier, c'est-à-dire s'établir dans le lieu où l'on va travailler avec le souhait de représenter un lieu de commerce, d'échange de choses, d'objets entre des êtres. Je vais vous montrer une première image. Alors c'est vrai que moi j'ai travaillé en fait sur un... Alors je vous montre une première image. C'est le vert, pardon. Alors en fait, par rapport à la commande, c'est arrivé un moment où je venais d'emménager à Saint-Ouen, qui est dans la rue qui est derrière en fait cette rue particulière du périphérique. En fait, c'est la rue Jean-Henri Fabre, pour être précise. Et c'est vraiment la jonction entre Paris et le 18e arrondissement et Saint-Ouen. En fait, je vais vous montrer plutôt cette image-là, qui vraiment permet de situer où est-ce qu'on est. Puisque là, on a des tours d'habitation collective avec ces fameux panneaux signalétiques, donc avec une typo très marquée, donc qui est comme un bandeau de communication qui est typique, voilà, des bâtiments de bordure de périphérique. Et j'ai travaillé de nuit, en fait, donc à côté de chez moi où je venais d'emménager pendant donc le temps de la commande. En fait, j'ai travaillé ici pendant 1 an. Sur des petits marchés à la sauvette qu'on appelle les bifins, qui sont en fait une résurgence d'activités plus anciennes qu'on pourrait relier en fait au chiffonnier. La bif, c'est le terme argotique en fait qu'on utilise pour qui est le terme en fait qui désigne l'acte de prendre et de récupérer et de remettre finalement dans un flux. Donc cette idée m'intéressait de prendre vraiment cet espace-là dans son économie et parce que j'y vivais et c'était un peu comme un choc aussi de découvrir les objets. J'allais en fait de nuit le lundi soir en fait. C'est la situation du lundi soir. C'est avant que les éboueurs ne passent. Donc là on est vraiment dans une situation de fin de marché. Les objets restent et sont vraiment nettoyés le lendemain matin. Donc ça laisse toute une nuit pour d'autres personnes qui viennent aussi fouiller encore. Il y a comme un espèce de dernier cycle des objets qui sont repris ou pas. Mais c'est vrai que j'ai essayé de trouver les échoués de l'économie, c'est-à-dire les objets qui ne peuvent plus être pris dans un cycle et qui sont vraiment les délaissés. Il y avait cette idée vraiment d'une espèce de marée qui refluerait en fait des objets. C'est vrai que j'ai utilisé des titres parfois qui utilisent la métaphore marine parce que pour moi c'était comme un ressac de l'économie et en même temps qui permet donc à des populations entières en fait et des familles d'exister. C'est des personnes qui ne souhaitaient pas être représentées du tout. Et ça m'intéressait pas en fait réellement en fait de les représenter. Je préférais tout simplement les rencontrer et recueillir leurs paroles en fait. Donc j'ai eu une petite pratique de texte. Alors c'est pas celui-ci, mais c'est des moments d'échange en fait où j'ai discuté de la pratique en fait de ces personnes, justement pour comprendre un peu comment ça impactait leur vie.
Et j'ai décidé de travailler un peu comme eux travaillaient, c'est-à-dire dans une espèce de flânerie nocturne avec du coup une lampe spéléo accrochée en fait à la tête, qui me permettait en fait à des moments de voir aussi, parce que là j'ai un temps de pause qui est assez long en réalité, et la rue est beaucoup plus éclairée que ce qu'elle est réellement. Alors, bon, ça c'est. Alors, je vous montre un peu. Du coup, j'ai organisé finalement les choses en 2 polyptyques compacts en fait de ce que je vais rendre en fait pour la commande. Alors, il y a un temps un peu métaphorique pour moi, qui était ces premières images en fait avec lesquelles j'ai démarré la commande, qui étaient complètement annexes en fait au projet, enfin qui me semblaient annexes, mais en même temps qui me parlait parce que dans ma représentation de Paris est très circulaire, avec cette croissance en fait circulaire et cette vie dans les marges, avec l'apparition des champignons qui sont des êtres vivants en fait entre l'organique et l'animal, et qui sont qui croissent en fait autour des marges et créent à partir d'une souche un peu pourrie, ce qui est parfois pour moi l'impression que j'ai de Paris, je suis désolée, mais de la vie, et une vie qui croît et qui est vraiment et l'endroit où ça se passe en fait. Enfin, parce que en termes de représentation, je me disais que qu'est-ce que je pourrais bien photographier à Paris réellement en fait, et ça m'intéresse pas. Enfin, depuis le début, je n'ai photographié dans ma vie que les périphéries, et j'aime même utiliser plutôt le mot de banlieue en fait en réalité, qui est un mot qui convient, je pense, qui me convient bien, parce que c'est vrai que c'est des lieux qui sont laissés au banc, qui ne sont pas extrêmement représentés, et donc j'ai choisi d'intervenir. Je suis intervenue la nuit aussi pour des raisons pratiques, des raisons pas pratiques justement. C'était pas très pratique parce que je travaille en argentique, mais des raisons essentielles en fait pour montrer ces objets échoués. Donc en fait j'ai montré 2 images à chaque fois parce que tout ça est conçu dans un même mouvement. J'ai travaillé avec 2 boîtiers différents aussi, on verra. Alors là j'ai utilisé en fait un boîtier Leica. Je travaille qu'en argentique en fait pour la photographie. Pour la vidéo je travaille en numérique sans problème, mais c'est vrai que pour la photographie j'ai aucun désir en fait. Je le dis simplement pour le numérique. Donc comme j'aime quand même avoir du plaisir intense quand je fais mes images, du coup je travaille en argentique. Alors en fait je vais passer peut-être pour vous montrer. En fait c'est un mouvement sur vraiment un quasi-rien, qui sont... c'était un tout petit angle en fait qui était en bas en bas dans la rue, en fait, toujours dans cette fameuse rue Jean-Henri Favre. Et c'était un espèce d'échoué où il y avait du verre cassé, ça m'intéressait aussi. On retrouve en fait à la fin une photo d'identité, mais c'est en fait là il manque une image. Ça c'est le polyptyque, le premier que je rends en fait pour la commande, et c'est un mouvement en fait. Ça m'intéressait d'avoir du flou, du bouger, parce que je me disais comment restituer le processus économique qui nous prend tous dans quelque chose d'un peu effréné. Donc en fait il fallait montrer le mouvement sur une chose qui était fixe et sur des objets, qui étaient du coup les délaissés parce que cassés en fait. Et avec des temps de pause un peu particuliers qui faisaient que je pouvais avoir à la fois ce flou et en même temps l'éclairage urbain. Parce que là vraiment du coup la nuit, ce qui est important aussi, c'est vraiment c'est les zones qui sont éclairées ou non éclairées en fait dans cette rue. Là c'est d'autres délaissés trouvés. Il y a une dimension à la fois comment dire, c'est des objets qui sont disparates, qui sont éclatés. Et la question est comment redonner, puisque eux redonnent une valeur aux objets, est-ce que moi, en tant que photographe, je redonne pas une valeur à ces objets-là particulière, en fait, en les prenant en photo et en les faisant rentrer dans une autre économie, en fait, qui est finalement celle de l'art. Et donc là, c'est 2 images assez différentes. Il y avait une image que j'ai pas intégrée à la commande d'ailleurs, qui est celle qui est à droite avec toutes ces chaussures, parce que je la trouvais trop dure en fait quelque part, parce que ça évoque des choses qui sont aussi. Je trouvais que c'était une image trop violente en fait.
C'est très bizarre parce qu'il y avait que je suis tombée dessus un jour et c'était vraiment un monticule de une chaussure en fait dépareillée, voilà, que le pied droit en fait. Et je me suis dit qu'est-ce qui se passe quoi. Enfin, est-ce que c'est enfin bon, voilà, monticule curieux. Ça, c'est la maison, c'est la maison de l'angle. Donc là, on rentre en fait dans le deuxième ensemble que j'ai fabriqué, donc avec un autre boîtier qui était du coup restituer quand même le cadre de ce qui se passait, parce que le premier est donc assez subjectif, parce que comme j'habitais aussi sur place, du coup, il y avait une idée que j'avais pas de distance à un moment sur les objets que je photographiais. Mais le territoire dans lequel je suis intervenue était en même temps hyper intéressant et je pouvais pas ne pas travailler ensuite le contexte en fait. Donc ça, c'est la maison de l'angle de la rue. Ça, ce sont les étals. Je vous l'ai montré donc voilà ce qui reste en fait quand il n'y a plus de vente et parfois l'étal reste. Le mot de l'étal aussi ça m'intéresse, mais c'est pas l'étal mort, mais c'est L'. Et c'est aussi un moment où la mer est à son plein. Donc il y a cette idée aussi sur les titres. En général, je cherche parce que j'ai construit aussi. Voilà ces moments-là avec de la poésie, enfin des choses qui m'habitaient sur voilà. Là, c'est les situations de nuit. Il y a cet objet électronique en fait posé. C'était très curieux parce que c'était un ensemble disparate où, alors là, je pense qu'on voit pas très bien parce que c'est trop enfin c'est trop la balance des blancs est trop forte, là, c'est trop blanc. Mais il y a un poisson lune. Je sais pas s'il est visible en grand. Si en grand il est visible, pardon, c'est sur cet écran-là que c'est pas très visible. Il y a à la fois le poisson lune et cette connectique en fait, et se rencontre en fait, ces mélanges complètement fous laisse un peu sans voix quoi. C'est-à-dire, c'est que du montage et c'est vrai que il y a cette dimension. Peut-être effectivement presque un peu, voilà, ça reprend un peu peut-être des choses un peu surréalistes quelque part, du coup, de montage improbable, mais c'est ce que produit de toute façon aussi notre civilisation, quoi. C'est un montage improbable et des rencontres d'objets. Donc là, on entre, donc, alors je vais peut-être passer voilà, à cet ensemble-là. Ce sont des montages. Hein. Oui, là, c'est un montage. En fait, il y a, en réalité, donc, c'est un ensemble de 3 montages avec voilà, certaines des images que vous avez déjà vues. Et ça m'intéressait de produire ces montages pour qu'on glisse, en fait, pour qu'il y ait une espèce de glissement des images aussi qui se produisent et de nouveaux rapports, en fait, qui sont induits par le montage. Et il y a quelques images, donc, qui sont des images trouvées. Qui sont ces images très altérées en fait avec le rouge là qui apparaît. C'était un boîtier photo qui avait été abandonné et dont j'ai fait développer la pellicule. Et puis voilà, en fait, c'était une scène de mariage très étonnante. Je pense que ça se passe en fait au château de Versailles. Et il y avait comme ça ce retour d'une représentation en fait très codifiée en fait et voilà, donc ça me permettait aussi de donner une présence humaine aussi dans cet espace-là, mais que par l'image trouvée. Oui, parce que ce qui rassemble tous ces objets, j'employais le terme de choses, c'est-à-dire l'au-delà de la consommation. Et puis on entend des accents, non pas des accents bataillens, mais là, à travers ces mots, j'entendais aussi Benjamin et son intérêt pour les chiffonniers. Bon, on ne va pas retraverser toutes ces grandes figures qui nous nourrissent, mais cette idée de s'intéresser à tout ce à quoi nul ne s'intéresse et d'y accorder beaucoup d'attention. Et donc, oui, toutes ces choses, ces vêtements, ces chaussures ont accompagné des vies, ont protégé des corps, ont nourri des corps, etc.
Et donc l'apparition de ces images trouvées vient effectivement ancrer par le souvenir cette idée de l'accompagnement des êtres humains par les choses qui sont rejetées puis recyclées. Parce qu'il y a vraiment, avec les chiffonniers, cette idée aussi d'une forme d'écologie, d'écosophie des choses, où elles vont retrouver une utilité ou pas. Et le moment de l'acte photographique de ce travail, c'est celui où c'est le rejet du rejet qui reste, d'où cette métaphore marine comme ça, des successions de vagues. Peut-être on peut continuer à parler de tout ça, puis on y reviendra d'autres manières avec Maxence, puisque on parle d'activités humaines qui souffrent de déficit de représentation de différentes manières, et que l'art photographique peut aborder. Et Maxence a travaillé aux côtés de personnes qui travaillent au quotidien en différents lieux. Et puis justement, dès ce montage-là, on voit la question des coulisses invisibles et de la manière dont des vies se croisent dans des espaces identiques, mais en même temps avec des sortes de cloisons invisibles entre elles. Voilà, Maxence, l'intitulé du projet, c'était de... Je vous laisse l'exprimer. Le titre de cet ensemble s'appelle « Des mondes parallèles ». Alors là, je vous montre des reproductions des œuvres, des 7 œuvres que je vais proposer, que je vais déposer au CNAP. Il s'agit de 4 montages et 3 tableaux. Ce travail, donc ces œuvres, je les ai réalisées à partir d'une enquête photographique que j'ai menée 2 ans auparavant. En fait, je viens de finir les œuvres, mais j'ai fait les images il y a 2 ans, en 2019, autour de la question des activités de nettoyage en région parisienne. Alors, en fait, ce travail... J'avais prévu de le faire, à vrai dire, avant de penser le proposer à la commande du Grand Paris. Et le désir m'en était venu de la lecture d'une statistique que j'avais lue un jour dans un journal qui disait que la première catégorie d'emploi des habitants de la Seine-Saint-Denis était l'entretien et le nettoyage. Et c'est quelque chose avec lequel je suis resté en tête pendant longtemps, et qui m'a fourni une sorte d'image mentale de la métropole dans laquelle je vis et dans laquelle je suis né. Et comme ça, une catégorie d'habitants, enfin dans une certaine zone de la ville, où ils se concentrent dans une certaine zone de la ville, comme ça, qui vont et viennent nettoyer les traces de vie de tous les autres. Et je pourrais dire que cette enquête, d'une certaine manière, c'était une manière de confronter cette image mentale à la réalité, à une réalité. Voilà. Bon, vous voyez, tout de suite, j'imagine, ça doit être assez surprenant parce que, évidemment, ces images ont une forme assez particulière. Donc, je ne sais pas, je vais essayer de parler à la fois de la forme que j'ai donnée à ce travail et de l'enquête, qui sans doute résume assez bien l'état actuel de ma bataille avec la photographie, c'est-à-dire entre, je sais pas, un sujet et une trace lumineuse. Laszlo Molinach avait cette très belle double définition de la photographie. Il disait, petit 1, la photographie est une trace lumineuse qui renvoie à la réalité, au sentiment intérieur du photographe en tant que trace lumineuse. Il pensait surtout au photogramme. Et petit 2, la photographie est une conception documentaire du monde. Voilà. Et je dirais que je ne cesse de batailler entre ces deux pôles. Mais voilà, disons, pour ce qui est de la part d'enquête documentaire du travail, j'ai travaillé en fait de proche en proche
à partir du moment où j'ai décidé de réaliser ce travail, de demander en fait autour de moi qui connaissait des gens, qui croisait dans sa vie quotidienne des gens qui faisaient du nettoyage. Et donc j'ai été amené comme ça à rencontrer différentes personnes. Alors là par exemple, on est resté longtemps sur cette image qui peut paraître tout à fait hors sujet, et d'une certaine manière ça me plaît qu'elle soit hors sujet, aussi dans le sens où j'avais pas envie de produire une illustration d'une thématique. Et cette image est là aussi pour une histoire qui sera racontée dans le texte qui va accompagner l'ensemble de ces 7 œuvres, parce que ce danseur, ce professeur de danse africaine, qui m'avait été présenté par une amie, il m'avait proposé de venir à ce cours le rencontrer parce que, m'avait-elle dit, il gagnait sa vie en faisant des ménages. Et donc je vais au cours, et après je le rencontre. À vrai dire, j'ai même participé au cours de danse, j'ai été tout à fait ridicule. Et on se voit après, on discute un peu, et il me dit non mais le nettoyage ça n'a pas d'importance pour moi, mon vrai métier c'est la danse. Bon, j'ai tout de suite compris que ça l'intéressait absolument pas que je le photographie une serpillière à la main, ce que je peux tout à fait comprendre. Et en même temps, voilà, c'est le genre de question photographique aussi qui m'intéresse. C'est aussi une question politique et documentaire, c'est-à-dire quoi faire d'une parole comme celle-là, soit l'intégrer au travail ou au contraire, voilà, la rejeter parce que ça rentrerait pas dans la thématique que je m'étais donnée. Et j'ai décidé donc de le photographier dans son vrai travail et dans ce moment aussi de rencontre entre des mondes parallèles qui était aussi l'image mentale correspondait aussi à l'image mentale que j'avais en tête. Peut-être quelques informations aussi. Oui, sur la technique employée qui est très singulière pour produire oui. la forme même de ces images. Oui. Oui, alors en fait, je suis resté 2 ans avec un ensemble important d'images, sans du tout savoir, en ayant quelques difficultés à savoir quoi faire de ces images. Puis à un moment, j'ai décidé d'utiliser ce procédé, qui est un procédé de tirage sous agrandisseur, donc il n'y a aucune manipulation numérique dans tout ça. C'est des tirages sous agrandisseur qu'un artiste des années 30 qui s'appelle Raoul Lubac avait un peu expérimenté et qu'il avait joliment appelé du terme de fossilisation, et qui consiste en la superposition d'un positif et d'un négatif sur un troisième papier. On fait un tirage, on en fait un négatif par contact, c'est un peu technique, hein, je suis désolé, par contact en utilisant la transparence du papier pour obtenir un négatif sur papier. Et ensuite, ces deux matrices sont superposées sur une troisième feuille. Voilà. C'est ce qui donne ces couleurs déréalisées, qui ne correspondent pas à la réalité et qui aussi oscillent entre une couleur et sa complémentaire. Et le décalage des couches aussi, mais là, on le voit mieux sur le tirage réel, donne une impression de relief, un peu comme ça. Donc une trouvaille plastique et puis une modalité de montage. Une modalité de montage. Voilà. Alors peut-être parce que, j'alterne. Cette image représente une manifestation de sans-papiers devant, d'ex-salariés sans-papiers devant une entreprise de nettoyage pour laquelle ils avaient travaillé et auprès de laquelle ils réclamaient un CERFA, une attestation de travail,
parce qu'ils avaient travaillé sous des noms d'emprunt, comme ça se fait beaucoup dans ce domaine d'activité, puisque sans papier, et que là, donc, ils réclamaient d'avoir cette attestation pour leur dossier de régularisation de titre de séjour. Et donc, en effet, il y a cette modalité, donc il y a un double régime, enfin, triple régime, je veux dire, de montage sur... là, vous voyez la reproduction de la planche, c'est des montages qui ne sont pas très grands, qui font 40 par 60. Donc le tirage, là, voilà, à droite fait 1 mètre par 1 mètre 20. Donc ça vous donne à peu près l'échelle de ce montage-là. Le montage m'intéresse beaucoup. Alors, d'une part, bon là, il s'agit d'une planche qui concerne un personnage qui s'appelle Barca. Et qui... voilà, donc on voit à la fois travailler dans 2 immeubles et puis aussi dans une chambre. Alors attendez, parce qu'après j'ai mis des images où j'ai détaillé un peu les images qu'on voit sur les planches. Voilà, et puis là, des images faites à l'intérieur du foyer de travailleurs migrants dans lequel il habite, dans une chambre où il vit avec 15 autres personnes. Voilà. Donc le montage permet de former une image composite et de représenter cette figure en différents moments de sa vie. C'est ça. Et voilà, l'intérêt du montage, c'est de faire coexister plusieurs temps dans le même espace. C'est une des choses que permet la photographie quand elle est utilisée dans cette modalité-là. Et ce que permet pas le cinéma, par exemple. Enfin, c'est un autre type de montage et qui Parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas de narrativisation véritablement, mais par contre une complémentarité entre ces différents régimes d'images. Il n'y a pas de narration dans le sens où c'est au regardeur de se faire sa propre narration, et que voilà, il y aura d'un côté un texte qui donnera des éléments d'information, notamment sur le fait qu'il s'agit là d'un foyer de travailleurs migrants, etc. Mais disons que voilà, le montage est offert, disons, librement à l'interprétation. Là, c'est un montage qui concerne un moment comme ça de prise de vue dans le RER, le premier RER du matin là, depuis Marne-la-Vallée. Bon, qui s'inscrit aussi dans une tradition photographique qui m'intéressait de revisiter comme ça ce portrait d'anonyme dans le métro, de le revisiter un peu différemment, et puis de l'associer aussi à un personnage là, donc le personnage que je suis, Kléber, et qu'on retrouve à la fois, quel même personnage qu'on retrouve dans ce... Pardon, mon diaporama est mal fait, mais hop, voilà, qu'on retrouve là, en train de se changer, qui est un moment aussi... que j'ai trouvé un moment clé aussi, à un moment dans l'ensemble des images que j'avais, qui était ce moment de la mue, en fait, aussi, du passage d'un état à un autre, quoi, quasiment de civil à travailleur, enfin. C'est ce qui m'intéresse au fond avec la photographie en général et avec ce travail en particulier, c'est d'essayer à travers le tirage, le montage, le regard sur mes images. Et parfois, tout ce processus peut prendre du temps, et là, il a pris 2 ans, d'essayer de penser quelque chose des situations que j'ai rencontrées photographiquement. Voilà, donc c'est cet aller-retour entre
le travail d'atelier, enfin le travail de terrain et le travail d'atelier. Donc là, c'est ce même personnage là qu'on a vu dans le métro, dans le vestiaire, et qui est là en train de nettoyer des vitres, tandis que d'autres pratiquent le vol libre. Voilà. Voilà. La juxtaposition dans un même espace d'activités très très différentes, celle du loisir et du travail, qui s'ignorent et qui sont pourtant rassemblés en un même lieu, en même temps. Donc il y a cette dynamique du montage qui produit une complémentarité entre les différents régimes d'image, entre ces différents fragments assemblés, et qui produit une forme d'information, de contre-information complexe, qui ne cherche pas la complétude, mais à alimenter le regard, l'approche de différents moments de compréhension de ce qui est en jeu, que ça soit délivré par la photographie ou qu'on le devine. D'ailleurs, finalement, c'était une des raisons pour lesquelles j'avais envie de vous entendre ce soir. Il y a du montage aussi dans le travail d'Agnès, oui, bien sûr. Mais pour des raisons assez différentes, j'ai l'impression. Donc, en l'occurrence, pour vous, Maxence, le montage, c'était vraiment une manière de trouver la solution à cette recherche non pas d'exhaustivité, mais de complémentarité. Une image seule ne suffisait pas, d'une certaine manière, à raconter une vie ou un moment de vie. Peut-être, une fois encore, merci à toutes et à tous de votre patience, de votre belle écoute attentive dans cette salle. Peut-être c'est le moment d'ouvrir la discussion, je crois. On entre dans ce troisième moment de notre soirée et de rappeler Marion et Francis sur la scène pour parler ensemble de ces approches très fines, vous l'aurez entendu et vu, très attentives à des manières dont les vies peuvent s'établir, s'exprimer, et par l'acte de représentation photographique que vous opérez, produire une forme de connaissance partageable par l'activité artistique, et où nous, regardeuses et regardeurs, que vous êtes aussi en tant qu'artistes, nous pouvons augmenter notre tentative d'approcher le réel dans une attention soutenue à des formes de vie labiles, ignorées, et aux côtés desquelles toutes et tous nous vivons. Donc c'est vraiment la photographie comme une production de connaissances et un acte d'approche, de fréquentation de contemporaines et de contemporains et de lieux qu'elles et ils habitent. Voilà, c'était en tout cas l'une des intentions que j'avais en vous rassemblant tous les quatre à travers vos expériences singulières au cours de cette commande, de comprendre comment aujourd'hui, en 2021, on peut produire un art photographique dans cette attention très 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 fine à ce qui n'apparaît pas dans bien des lieux où les régimes d'image sont dans d'autres intensités qui font écran de fumée, évidemment, au réel. Il y a bien des manifestations cruciales de nos réalités contemporaines. Voilà, plusieurs possibilités, toutes en même temps. On va faire circuler un micro dans la salle. J'ai envie aussi de vous proposer, si vous le souhaitez, d'engager la conversation ensemble, sans du tout vous y forcer, mais voilà, si on a un petit moment pour continuer à parler. Moi, je peux poser une question. S'il te plaît, Maxence, s'il vous plaît. Non, je voulais poser une question à Marion d'abord, parce que tu racontes beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans les images, ce que je trouve plutôt intéressant en soi. Et je me demandais si tu accompagnais les images de texte, enfin comment tu concevais l'ensemble là des images que tu nous as présentées. Enfin, j'ai compris que c'était pas terminé, mais quelle est la piste, disons, formelle? Ouais, c'est pas terminé, et effectivement alors moi j'ai demandé à quelqu'un d'écrire un texte en fait, mais on est en train de travailler dessus parce que effectivement je me rends compte de ça, que les images montrent une certaine chose et il y a quelques éléments qui sont importants de mettre en regard des images, mais
J'ai pas envie, je sais pas, j'ai pas envie d'un texte qui décrit simplement le lieu. Je sais pas, c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir, mais en tout cas, je pense un texte qui sera comme une image, qui aura le même statut qu'une image, et certainement un texte. Sur le projet sur lequel j'ai travaillé précédemment, j'ai travaillé beaucoup à partir de la parole, avant même de photographier, bon, ça sert à rien que je parle de ce projet-là parce qu'on ne le voit pas, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie d'inclure, oui, qui me manque, quoi. Je trouve que ça ne manque pas du tout de texte. Les photographies sont pleines de sens et d'air autour des êtres que l'on voit, et on voit les actions, on voit le site, on voit les corps, on voit les relations qui se tissent entre le lieu et leur activité. Enfin, je veux dire, c'est d'une éloquence. C'est pas la première que je préfère, hein, c'est après. Mais bon. Voilà. Mais ceci dit, très clair, ça intervient aussi. Enfin, le fait est que j'ai parlé des images. Il y a quand même eu une parole qui a été mise, mais c'est ça qui m'intéresse effectivement. Mais c'est une question que je me pose tout le temps. C'est-à-dire que je m'approche tout le temps des corps, et à chaque fois je perds le décor, et je me demande tout le temps. Enfin, la question se situe toujours là. Est-ce que à montrer moins, on montre plus, ou inversement, est-ce que des fois vouloir trop montrer, finalement on perd l'essentiel? Enfin, il y a toujours quelque chose de cet ordre-là qui se joue dans la distance avec les personnes que je photographie, et comment je les inclus dans ce qui est extérieur. Mais bon, après, moi, j'ai mon regard aussi qui est lié au moment de la prise de vue, rencontre à tout un tas de choses, et c'est difficile après Oui, mais on sait très bien, les photographes, qu'on a envie de faire, de partager tout ce qu'il y a eu avant, après, toutes nos émotions qu'on a vécues là, qu'on n'a pas vécues là. Mais finalement, les images, si elles sont réussies, quand elles sont réussies, elles sont autonomes. Et je trouve qu'il y a trop souvent, on est emmerdé avec le texte. Hein. C'est vrai qu'on se pose toujours la question de la légitimité de l'image, et on a toujours voulu absolument rajouter du texte. Voilà. Bon, et des fois, je trouve qu'on a tort, parce qu'on devrait assumer le fait que les images sont elles-mêmes déjà très éloquentes. Bon, ça, c'est mon point de vue. C'est une photographe qui parle à une autre photographe. Merci Florence Chevalier. Moi, j'ai une question. Merci. En fait, déjà, je trouve que c'est vraiment passionnant dans le cadre de cette commande de confronter autant de regards différents. Mais alors, c'est peut-être plutôt une question qui s'adresse à toi, Pascal. Est-ce que dans l'organisation de cette commande, on se préoccupe de représenter de manière équitable les espaces du Grand Paris, ou au contraire, ce que j'imagine, le jury se prononce sur d'autres, enfin je suppose, hein, et du coup j'imagine que vous voyez des espaces peut-être qui sont surreprésentés, ou des zones géographiques surreprésentées, et d'autres, ou alors est-ce qu'il y a une représentation entre guillemets équitable de l'ensemble du Grand Paris? Comment ça se passe? Ça s'invente vraiment en se faisant, c'est très volontairement, et en s'instruisant, en s'informant des plateaux de recherche qui sont ceux des artistes qui viennent vers nous en faisant une proposition. Donc bien sûr, nous avons sur la durée, dans les réflexions, beaucoup d'échanges sur des lieux, des types de sujets qui pourraient être abordés, mais je dirais que d'une certaine manière, nous les attendons sans savoir s'ils viendront, et donc la commande se fait vraiment année après année en fonction, évidemment, tout d'abord de la qualité des projets qui nous sont présentés. C'est ça qui compte d'abord.
Je le disais peut-être en introduction, c'est vrai qu'une de nos intentions très claires d'entrée de jeu et qui n'était pas forcément entendue, bien que nous l'ayons formulée de différentes manières, c'était pas de représenter le chantier. D'ailleurs, ça nous est renvoyé constamment et bon, c'est intéressant, ça nous informe, ça nous fait réfléchir. Et puis certains projets peuvent, et à juste titre aussi, pourquoi pas, dans l'intention artistique des rédacteurs du projet, aborder la question du chantier, de tous ces réseaux. Mais c'est pas notre sujet, vous l'aurez compris. C'est pas notre sujet véritable. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de limite, y compris, je dirais, de la définition cadastrale, géographique, juridique d'un espace qui s'appellerait le Grand Paris. On s'en éloigne, pourquoi pas. Si un lieu de travail proposé par un photographe est en dehors des limites juridiques, politiques du Grand Paris, ça ne pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que nous construisons d'année en année cet ensemble, qui rassemblera au minimum, à l'issue des 10 années, environ 70 travaux, ce qui est important, il y a des moments qui apparaissent. Quasiment au tout début de la commande, Olivier Menanteau a proposé un travail à la Chambre qui consistait à représenter les moments de décision politique. Et ça prend une place très intéressante dans la commande de décision politique de ce qu'allait être le Grand Paris et de ce qu'on allait y faire en termes de construction, de décision de grands axes de communication, de transport en commun, etc. Et il a représenté avec une grande régularité les rassemblements de représentants, d'élus, de représentants du peuple, qui, dans des situations de réunions ouvertes, mais où ils étaient seuls entre eux, de tous bords politiques et aux différents échelons politiques et administratifs, décidaient, prenaient les décisions qui transforment ensuite des vies de plus de 10 millions, 11 millions de personnes. Et ce travail-là, par exemple, d'Olivier Menanteau, il prend une place intéressante dans le programme. On a comme le déclenchement de la décision politique qui représentait le travail du politique aussi. Donc voilà, on n'aurait pas pensé à forcément avoir un tel travail dans la commande, mais quand le sujet vient vers nous, ça nous intéresse et en l'occurrence, il a été retenu et c'est un très beau travail. Mais de même, on s'intéresse à tous les aspects. Il y a des travaux qui traversent le cœur du Vieux Paris, et puis d'autres qui s'en éloignent, et beaucoup d'autres qui vont bien ailleurs. Mais il n'y a aucun interdit, vraiment, et ni grande décision. On construit le programme en marchant et en déduisant des sujets que les photographes ont envie d'approcher, ce qu'on peut construire, assembler. Et on va le vérifier aussi d'une certaine manière, sans chercher à la complétude, etc. Mais on va le vérifier dans l'exposition l'année prochaine. On approche une foultitude de sujets, de figures qui composent, je ne vais pas appeler ça une fresque, mais une représentation dans un temps donné sur une décennie de ce moment historique que nous traversons, à tout point de vue, puisque là, effectivement, on avait donné ce projet Observons nos distances à l'issue du premier confinement. On s'est dit, on ne peut pas l'ignorer. On n'est pas forcé d'y travailler et on ne forcera aucunement les artistes à l'aborder, mais en même temps, c'est une réalité nouvelle de nos expériences de vie. Et donc, on ouvrait la possibilité de travaux qui allaient, non pas le traiter, ce sujet, mais regarder des manifestations du réel à travers ce filtre-là d'instauration de nouvelles distances ou d'éloignement, de claustration, etc., des êtres. Donc, voilà, ça s'invente en cours de route par la nécessité, vraiment. Parce que sinon, ça serait alors le programme, parce que tous ces mots, évidemment, programme, commande, ont une polysémie ou peuvent être entendus de bien des manières. Et vous l'aurez compris, je pense, ou j'espère, nous abordons tout cela avec une souplesse, une attention à des formes non autoritaires de représentation et surtout à une attention au langage qui s'invente à travers les travaux de chacune et chacun des photographes qui participent. Donc ça se fait avec les photographes, ça ne se décide pas au préalable.
Anne-Lise, est-ce que tu travailles à la Chambre? Alors, par rapport aux images que j'ai montrées là, La première, on a l'impression qu'il y a un travail. alors c'est du moyen format, mais c'est Moyen format, ouais. Ouais, ouais. Mais j'ai travaillé longtemps à la Chambre pour la construction des plans, hein, enfin, et notamment, enfin, plus sur la question du paysage, mais là qui était un paysage plus urbain. Et là, en fait, j'ai opté pour des boîtiers qui étaient quand même qui me laissait une modalité plus souple en fait sur sur ces moments d'intervention qui n'étaient pas toujours très aisés parce que la rue qu'on voit en fait il y a beaucoup de voitures qui passent très très vite et c'est un peu affolant en fait quand on fait des prises de vue sur pied, j'ai quand même été obligée de travailler sur pied là pour faire les plans larges. Mais voilà, c'était pas très très confortable, donc j'avais un moyen format qui était un peu plus rapide pour la mise en œuvre. D'accord. Et c'est vrai que j'ai pas trop parlé des bascules de couleurs. Je voulais revenir un peu dessus parce que c'est vrai que je pense que nos deux propositions, pour le coup, étaient très. La fin était un peu une espèce de feu d'artifice coloré avec des modalités très différentes. Et c'est vrai que les deux images, juste je voulais mentionner quand même que les deux premières images, c'était vraiment une chute d'appareil qui avait fait une entrée de lumière. Mais ça m'intéresse parce que c'est vrai que l'idée d'altération, en fait, par une lumière qui vient par après, en fait, à un autre moment aussi, qui n'est plus celui de la prise de vue, mais qui vient altérer du coup le négatif. Pour moi, ça, voilà, c'était un moment. Enfin, c'est des choses qui m'ont intéressée et les tirages qui sont ensuite, enfin, les images qui sont ensuite très colorées, c'est vraiment l'éclairage urbain en fait du lieu et c'est ce qu'on voit ensuite sur les montages d'images qui sont juste des glissements qui permettent de redonner un espace sous une forme de montage qui est très différente de ton idée, je pense, en fait, qui est plus un foisonnement. Et la source même de lumière, à plusieurs moments, c'est le feu rouge. On le devine, on le comprend. Hein, oui, c'est ça. Les montages permettent de comprendre aussi ce genre de détails-là. C'est qu'en fait, c'est un angle qui n'est quasiment pas éclairé. Donc en fait, le feu rouge, comment dire, illumine vraiment tous les objets et le bâti. Et voilà. Merci beaucoup. Anne-Lise, Marion, Maxence, Francis, merci à vous toutes et tous. Voilà, c'est un très beau moment parce qu'on est à l'écoute de travaux qui sont en train de se penser, en train de se faire. Donc cette commande se veut un observatoire de la photographie contemporaine en train de s'inventer, autant qu'un observatoire de ce Grand Paris. Et donc là, on a eu 4 belles paroles sur ce que c'est qu'une pratique d'artiste avec la photographie, comment ça se déduit des rencontres avec des êtres, avec des situations. Donc merci beaucoup à vous 4 de ces belles paroles.